Je suis une lesbienne blanche de 58 ans. Alors si je vous dis ça, c'est parce que d'une part c'est politique, ça me permet d'avoir un rapport situé à la ville, à la société, ça me permet d'observer les systèmes de domination en tant que lesbienne. Et puis en tant que blanche, ça me permet aussi parfois de ne pas les voir, d'avoir des privilèges que je ne mesure pas. Et en définitive, je veux surtout vous dire que je suis finalement, comme chacune et chacun d'entre vous ici, quelqu'un de complexe, avec une identité qui se forge, qui se défait, qui se refait, et que c'est cette richesse-là que je pense nous devons mettre à contribution dans la création de la ville. Mais seulement, c'est assez compliqué parce qu'on nous ramène toujours à cette dualité. Alors, on a les femmes, les hommes, et il est très difficile de sortir de cet élément-là dans un univers assez hétérosexuel. Moi-même, en tant que lesbienne, on m'a souvent ramenée à cette dualité. On me demande de choisir mon camp. On me dit par exemple, bah oui, mais alors si t'es pas une fille, t'es un garçon, donc t'es un garçon manqué. Et on voit bien que je passe d'une catégorie à l'autre, mais en même temps pas tout à fait, parce que le garçon est manqué. Ce qui veut dire qu'en plus, quand on transgresse, c'est-à-dire qu'on passe d'une catégorie pour aller dans la catégorie dominante, on ne peut pas tout à fait adhérer. On voit que ce n'est pas si simple. Alors, cette dualité, quand j'ai cofondé Jean Réville avec l'urbaniste Pascal Lapalus, ça a été un moment où on s'est dit, cette chose-là, il faut qu'on l'adresse, il faut qu'on s'en serve, et il faut qu'on voit comment on démonte les choses, parce que clairement, c'est un obstacle. Ces caissons étanches nous interdisent de voir des articulations plus fines de la ville et des articulations sociétales plus fines aussi. Qu'est-ce qui se passe en fait dans la ville? On est dans un système qu'on qualifie d'hégémonie masculine. Alors, l'hégémonie masculine, qu'est-ce que c'est? C'est une idéologie. Cette idéologie, elle fait qu'on vénère un certain idéal masculin auquel l'ensemble des hommes doivent se conformer, et que par ailleurs, ce système-là crée une forme de soumission des femmes aux hommes. Alors, ça ne s'est pas construit par hasard, tout ça. On a bien sûr des siècles d'histoire derrière nous, mais on peut dire qu'il y a un moment où les choses se sont un peu figées, cristallisées, c'est le XVIIIe et XIXe siècle. Au XVIIIe et au XIXe siècle, s'est installé l'ordre bourgeois dans un contexte de révolution industrielle, et cet ordre bourgeois, il avait besoin de créer des codes, des normes, pour rendre la population productive, en quelque sorte. Et à ce moment-là, on a vu qu'on a deux sphères qui se sont créées, la sphère privée et la sphère publique. Aux hommes, la sphère publique et le pouvoir, et aux femmes, la sphère privée, avec un certain pouvoir aussi qui est de tenir l'ordre social, mais en même temps, quand même, sous le contrôle du pater familias, parce qu'il ne faut pas rigoler, ça reste quand même un système de domination. Parallèlement, en ville, on voit se développer tout le travail d'Haussmann. C'est l'avènement d'une forme de ville guerrière. Haussmann, sous prétexte d'embellir la ville, et dans un contexte d'hygiénisme aussi, a créé la ville militaire. C'est un espace défendable, où on doit pouvoir nettoyer les rues facilement. Et à ce moment-là, on se rend compte que les femmes disparaissent de l'espace public. Les femmes bourgeoises, parce qu'il ne faut pas qu'elles se frottent au petit peuple, et non plus qu'elles soient polluées par les mauvaises idées aussi peut-être. Et puis les femmes du peuple aussi, les commerçantes ou les artisanes, qui travaillent aussi la journée, mais le soir vont rentrer et s'occuper des tâches invisibles domestiques et aussi du contrôle des maris. Donc on voit qu'à ce moment-là, quelque chose se forme là. Parallèlement, sous Haussmann, se décline aussi une certaine forme de loisir organisé. On va avoir les couples légitimes qui, le dimanche, vont aller sur les grands boulevards, bras dessus, bras dessous, montrer leur pouvoir. Et toute personne, et notamment les femmes, qui se promènent seules dans l'espace public, vont voir leur corps sexualisé. C'est un moment où on voit qu'une femme seule est forcément une femme de petite vertu, et elle va être jugée sur son corps. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que ces critères-là, on les retrouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va retrouver des femmes très sexualisées, on en a parlé aujourd'hui, on voit que ces questions de harcèlement, etc., relèvent bien de tout ce positionnement du corps sexualisé des femmes. Et au niveau urbain,
on se retrouve aussi, après avoir vécu donc, la ville militaire haussmannienne, puis ensuite la ville fonctionnelle au XXe siècle, à une ville aujourd'hui qui est presque surfonctionnalisée, avec une ville aussi sursécurisée. Une ville dans laquelle les espaces publics se restreignent au profit d'espaces privés, avec des grilles, des grillages, des codes, des caméras. Et tout ça, finalement, est-ce que ça produit de la sécurité ? C'est pas si sûr. Je rentre d'un périple en Europe qui m'a fait aller, dans une même semaine, de Naples à Vienne. Alors, c'est intéressant d'abord, parce que c'est vrai que sur le plan thermique, il y avait un certain choc, mais surtout, il y avait un choc culturel. Et le choc culturel, c'est que quand on va à Naples, on vous dit « Ah là là, Naples, mais c'est une ville extrêmement dangereuse. C'est une ville qui est sale, et c'est aussi un coupe-gorge, etc. » Et on se rend compte que, finalement, moi, Naples, c'est une ville que j'aime beaucoup, parce qu'il y a une sorte de négociation permanente qui se joue dans cette ville. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Naples ? Par exemple, si vous voulez traverser la rue, vous vous rendez compte que personne ne respecte les feux. Et si vous voulez franchir cet espace, eh bien, il faut s'élancer. Et vous vous rendez compte que les voitures s'arrêtent, elles ralentissent. Et au fil du temps, on se rend compte qu'il se passe un ballet harmonieux, finalement, où les voitures passent, tournent, les voitures s'arrêtent, les passants franchissent l'espace, les scooters arrivent, etc. À Vienne, c'est exactement l'inverse qui se passe. À Vienne, vous arrivez, alors c'est une ville belle, c'est la ville du ballet, c'est de la valse, mais ce n'est pas tout à fait le même ballet. C'est-à-dire qu'on est dans une ville bourgeoise, qui est propre, qui est carrée, et aussi très normative. C'est-à-dire que si vous traversez en dehors des clous, vous allez être verbalisé. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est qu'au moment où le feu passe au vert, par exemple, les voitures accélèrent de façon extrêmement vive. Ce passage-là d'accélération, moi, m'a créé beaucoup d'angoisse, en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que finalement, à Naples, on m'a parlé de chaos, et je me suis sentie finalement très en sécurité. J'avais un sentiment de sécurité, je n'avais pas l'impression que quelque chose pouvait m'arriver. Et à Vienne, qui était la ville ordonnancée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Cette ville, elle est angoissante. Et j'étais finalement pas si bien. Donc, ça nous dit quelque chose, en fait, sur les idées reçues qu'on peut avoir sur ce qu'est l'ordre ou ce qui n'est pas l'ordre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir n'aime pas le chaos. Le pouvoir, et le pouvoir masculin, veut pouvoir garder les espaces et veut pouvoir les contrôler. Alors, comment sortir de ça ? La théoricienne Monique Wittig nous a donné une solution, en l'occurrence. Elle nous dit « les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Alors ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle imagine, ou en tout cas, elle a théorisé le fait que le système hétérosexuel binaire dominant créait en fait un système d'esclavagisation des femmes et que pour sortir de ce système d'esclavagisation, c'était extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il fallait soit négocier pied à pied la sortie de ce système, soit être des fugitives. Alors je crois que la leçon d'être des fugitives est intéressante. Et quand on l'applique à la ville, c'est aussi un point qui peut être une autre façon de penser les choses. Se sortir du cadre, sortir des codes que l'on connaît déjà. Le travail que nous cherchons à mener, par exemple à Genréville, c'est d'articuler ça. On se rend compte qu'une autre ville est possible. C'est une ville qui pourrait s'organiser autour de deux valeurs que je qualifierais du sensible et de l'agilité. Alors le sensible, pas au sens sensiblerie, mais bien au sens multisensoriel. C'est-à-dire de pouvoir récupérer les espaces, de pouvoir les vivre, de pouvoir me dire « tiens, je vais m'asseoir parce qu'il fait beau aujourd'hui et je suis détendu, je suis dans un sentiment de flânerie », pouvoir commencer à goûter l'espace, à pouvoir écouter, à retrouver les parfums. Et une ville agile également parce que c'est une ville qui doit pouvoir être en mutation permanente, qui doit pouvoir se transformer, qui doit pouvoir permettre des frottements, qui doit permettre aussi de se renouveler en permanence. Donc c'est une ville qui doit pouvoir être en mutation, une forme de métamorphose, une forme d'hybridation, et qui doit pouvoir nous amener aussi à une autre façon de fonctionner ensemble. Alors, pour illustrer ça, j'ai envie de dire que cette ville, parfois, elle existe déjà un peu. Il y a, par exemple, à Paris, pour celles et ceux qui sont parisiens, un espace qui s'appelle la Villette,
où on peut retrouver, selon les temporalités, des gens très très différents. Alors on a des grandes pelouses, on a le canal de l'Ourcq, on a aussi des petits cheminements, il y a toutes sortes de choses qui s'y passent. Et si on y va le matin, alors évidemment, on va trouver les joueurs de foot très nombreux sur l'ensemble des terrains qui posent leurs petits plots pour jouer, qui prennent l'espace. Et puis, quand on va vers midi, on va voir les couples qui commencent à manger, des familles. Et puis, l'après-midi, on va voir encore d'autres personnes. Et en fait, toute une myriade, finalement, d'identités. C'est aussi un lieu avec une grande mixité sociale. On est très proche d'Aubervilliers, donc on va pouvoir trouver des personnes qui sont de toute culture et qui vont se retrouver dans cet espace et le vivre largement, faire de la musique, jouer, etc. Pas plus tard que dimanche dernier, il s'est passé un truc assez marrant, c'est que je suis arrivée pour faire mon jogging comme d'habitude, et puis comme il y avait les hommes qui jouaient, je me suis dit tiens, je vais travailler un peu, j'ai sorti mon appareil photo pour faire quelques photos des hommes qui étaient en train de jouer au foot. Et puis j'ai entendu une musique monter, et là je me disais tiens, c'est marrant, alors j'ai dû faire un grand tour, parce que vous savez que les hommes prennent énormément d'espace, on dit que les hommes occupent l'espace, hein. Et en l'occurrence, là, ils l'avaient largement occupé, donc j'ai fait le tour et je suis arrivée sous l'auvent de la Villette. Et là, il y avait en fait le chœur de l'Opéra de Paris qui était en train de répéter, alors je vous le donne en mille, c'était le chœur des esclaves de Nabucco, et qui était chanté par des femmes. Alors, vous allez me dire, c'était un peu surprenant, parce que d'un côté, on avait là, quelque part, une représentation assez caricaturale de ceux de quoi j'essaie de m'écarter, en fait, c'est-à-dire d'une forme de dualité. On avait les hommes qui jouaient au foot et des femmes qui chantaient et qui puisaient le chœur des esclaves. Mais de façon assez surprenante, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que pendant que ce chœur était en train de jouer, chanter, et que par ailleurs les hommes jouaient au foot à côté, moi j'ai senti une sorte d'hybridation qui se passait, une très grande émotion est montée. Le chant de la musique du chœur des esclaves enrobant les joueurs de foot et créant une forme de poésie. De la même manière, les percussions, le ballon, les bruits, les cris rentraient comme une forme de rap sur le chant de Nabucco. Il y avait une sorte de rythme comme ça qui montait. Et cette poésie m'a vraiment donné la chair de poule. Et quelque part, s'il y avait un message que je voulais passer aujourd'hui, c'est que cette poésie-là, il faut qu'on arrive à la retrouver. Et cette poésie, on peut la produire ensemble. Parce que comme j'ai commencé tout à l'heure en disant nous étions une grande diversité dans cette pièce et avec une grande forme d'identité, je pense que nous pouvons, comme ce moment-là, nous hybrider, créer un moment un petit peu magique et retrouver cette poésie. Alors, ensemble, hybridons-nous, hybridez-vous et surtout hybridez-vous avec plaisir.